Mesdames, Messieurs, bonjour, bon après-midi. Nous allons passer donc une heure ensemble sur l'importance de l'entretien préventif dans la maintenance d'un réseau routier. Nous avons donc 3 webinaires. Aujourd'hui, c'est le premier. Au niveau, donc, quelques consignes pour commencer. La première chose, c'est les micros sont coupés, c'est principalement pour éviter les bruits parasites. Vous avez donc un endroit sur le panneau de configuration GoToWebinar sur lequel vous pouvez poser vos questions. Ces questions seront répondues au fur et à mesure si elles sont pas trop compliquées. Et si ce sont des questions de fond, on fera des courriels séparés pour que tout le monde se mette au courant de tout ça. Tout est enregistré. Sachez que l'ensemble des documents sera disponible. Donc on attendra le 3e webinaire pour le faire disponible à tous et pour donc travailler là-dessus. Donc aujourd'hui, donc pendant une heure, nous allons donc regarder plusieurs sujets qui vont vous apparaître. Donc, je me présente, François Chénion, je suis donc le président de la SFER, qui est le syndicat français, la section française des fabricants d'émulsions routières de bitume, qui fait partie de Route de France. Et ces webinaires se font bien évidemment en coopération et en très forte coopération avec l'IDRIM, qui est donc l'Institut des routes et rues, infrastructure pour la mobilité. Voilà donc le programme de cet après-midi. Donc cet après-midi, nous allons avoir 3 présentateurs. La première, donc Christine Leroy, qui est la directrice des affaires techniques de Route de France, qui présentera de façon globale les routes. Le deuxième sera Pierre Dumas, qui est chargé des projets de l'Observatoire national de la route à l'IDRIM. Et le dernier, ce sera donc Éric Volmer, qui est directeur technique des laboratoires de l'Hôtelier, qui vous présentera principalement la note numéro 47 de l'IDRIM, qui présente de façon très globale l'ensemble de l'entretien du réseau routier avec les techniques les plus adaptées. Voilà. Une heure, on pense que c'est un bon créneau. Et nous allons tout de suite commencer par Christine Leroy, qui va donc faire le premier chapitre. Merci de votre attention et merci de votre participation. Bien, bonjour à tous. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec la description de ce patrimoine routier, ce patrimoine français. Donc, vous avez ici un petit graphique qui reproduit, je vais vous donner les kilométrages exacts des réseaux en question. Donc, vous avez actuellement 9 184 km d'autoroutes concédées. Donc ça, c'est le petit trait bleu que vous voyez sur la carte. Les autoroutes non concédées, c'est 3 278 km. Les routes nationales, 8 840 km. Les routes départementales, vous voyez que ça constitue vraiment un volume assez important. C'est 378 401 km exactement. Et puis les routes communales et les rues, c'est 704 151 km. 704 000, pardon, 151 km. Et à ça, il faut ajouter 600 000 km de chemins ruraux. Donc on a un réseau routier très conséquent qui fait plus d'1 million de kilomètres. Alors, ce réseau, en fait, ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que sur la petite partie qui était indiquée, en fait, on a 34% du trafic à peu près. Et sur les routes communales et les routes départementales, ça draine aussi 65% du trafic. Donc, avec ces données-là, on rentre maintenant dans les usages. Et donc, on a une répartition entre les modes de transport où vous voyez que la route reste très majoritaire, que ce soit dans le transport des voyageurs ou dans le transport des marchandises. Vous voyez, 87% du transport des voyageurs se fait par la route, et puis plus de 86% des marchandises se font également par la route. Alors, un petit sujet là qui revient régulièrement, c'est qu'en fait, donc je vous ai mis un article du Moniteur parce qu'à l'époque, en 2015, je pense que la communauté française s'était un peu alertée sur ce classement qui avait été publié. Donc, c'est le Global Economic Forum, qui est un outil qui est utilisé par les investisseurs au niveau mondial et qui classe un peu tout, qui classe toutes les infrastructures, que ce soit aérien,
que ce soit fluvial ou que ce soit… et ils classent beaucoup d'autres choses, hein. C'est vraiment pour donner envie, enfin, ils classaient les pays pour qu'on puisse investir dans ce pays. Et donc, on voit que la France, qui était première jusqu'en 2012, a perdu la première place régulièrement, hein, 7e en 2015, 8e en 2017, et on est arrivé en 2019 à la 18e place. Donc, on peut dire aujourd'hui que le réseau routier a quand même vraiment baissé de qualité. Voilà. Ou que la qualité, la baisse de qualité se perçoit bien. Alors maintenant, un tout petit cours de route avant de passer la parole à mon collègue, un tout petit cours de route raccourci, hein, sur qu'est-ce que c'est une route. Alors vous voyez qu'en fait, il y a ce qu'on voit, hein, qui est la couche de roulement, mais en dessous, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a toute la fondation, hein, qui permet de supporter le trafic et de la répartir sur le sol support. Et puis ensuite, il y a tout ce qui permet de drainer l'eau avec des fossés, des accotements, et ce qui permet de voir où la route… Alors, voici aussi également une diapositive qui permet de voir un petit peu les dégâts que peuvent occasionner l'eau, hein. Quand le réseau routier n'est pas entretenu, vous voyez que des fissurations par fatigue se créent et qu'en fait, ça donne un point d'entrée à l'eau. Et évidemment, avec le gel, vous pensez bien que ça commence à avoir une petite destruction de toutes ces couches. Voilà, donc c'était vraiment quelques diapos très rapides, hein, pour vous dresser un petit synoptique, hein. Et donc là, maintenant, je vais passer la parole à Pierre Dumas. Merci Christine de ce panorama qui montre aussi que la route est aussi le premier réseau social. Maintenant, donc, Pierre Dumas, qui est chargé de mission à l'IDRIM, va nous présenter les principales conclusions de l'Observatoire national de la route. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, donc je vais vous présenter assez rapidement l'Observatoire national de la route, ainsi que quelques résultats qu'on en a tirés cette année dans le rapport public qu'on a publié à l'automne dernier. Alors, pour rappel, l'Observatoire national de la route, voilà, c'est donc un outil qui est au service de la gestion du patrimoine routier, qui a plusieurs objectifs. Mais en fait, son principal objectif, c'est d'aider les gestionnaires à mettre en place une gestion patrimoniale de leur réseau routier. Et pour pouvoir mettre en place une bonne gestion, il faut tout d'abord connaître son patrimoine. Et donc, l'ONR, à travers le rapport qu'il publie tous les ans, permet aux différents gestionnaires de se situer parmi les autres en termes de qualité, d'investissement qu'ils font dans leur réseau. Et donc aussi d'estimer l'efficacité de leur politique de gestion au regard, bien sûr, des objectifs qui se fixent en termes de niveau de service. Donc, l'objectif de connaître son patrimoine routier, bien sûr, c'est de pouvoir mettre en place des stratégies de gestion afin de le préserver de la façon la plus optimale possible. Donc voilà, permettre de se placer parmi les différents gestionnaires permet effectivement de pouvoir identifier ses priorités, définir sa stratégie et assurer le meilleur entretien possible en fonction des réseaux, des différents types de réseaux dont gestionnaire à la gestion. Alors, l'ONR publie tous les ans un rapport qui est basé sur une enquête faite en ligne. C'est une enquête qui est basée sur le volontariat des collectivités, mais on voit qu'on a un échantillon qui est quand même assez important et assez stable depuis quelques années. Cette année, on a eu 68 départements qui nous ont répondu, donc comme l'année dernière. Au total, depuis le début des enquêtes ONR, on a 84 départements qui nous ont déjà répondu une fois. Donc voilà, on a des données qui sont quand même assez solides. Donc pour le rapport de cette année, on a 68 départements, on a 11 métropoles, et ce qui fait pour le périmètre donc, du patrimoine étudié un linéaire routier de près de 260 000 km, donc c'est plus des 2/3 du réseau. En termes d'ouvrages d'art, on est presque à 130 000 ouvrages, donc moitié-moitié pour des ponts, des murs de soutènement et un peu plus de 200 tunnels. Pour ce qui est des métropoles, on a un linéaire routier d'un peu moins de 21 000 km étudiés et un peu plus de 8 000 ouvrages d'art.
Alors maintenant, je vais vous présenter quelques résultats que vous pouvez retrouver dans le rapport de l'ONR qui est publié sur le site de l'IDRIM. Donc, notamment la question des dépenses et des coûts liés à la voirie. Vous avez en haut un graphique qui représente les dépenses de voirie donc des administrations publiques. Donc ça, c'est à la fois les routes, voilà, ça c'est tout réseau confondu. Donc le réseau non concédé, les réseaux départementaux à travers voilà, toutes les dotations qui sont faites aux collectivités. Donc si on voit que le fonctionnement tend à baisser un peu, les investissements, eux, avaient fortement baissé entre 2013 et 2016. Et depuis 2016, ils ont commencé à remonter doucement, mais de façon assez continue, jusqu'en 2019. Et on continuait encore par la suite. Ensuite, en dessous, vous voyez les deux indicateurs qui sont des indicateurs produits par l'INSEE, qui sont les indicateurs à gauche dits TP9 pour le coût de fabrication et de mise en œuvre des enrobés, et à droite TP8 pour le coût des travaux d'aménagement et d'entretien de la voirie. Donc on voit que ces deux indicateurs-là, ils ont fortement varié depuis 2014 et notamment très fortement à la hausse ces dernières années. Donc finalement, on voit que les investissements qui ont été faits par l'État sont en partie contrebalancés par le fait que le prix des travaux lui-même a augmenté, et c'est ce qui rend donc voilà, ça fait que finalement les investissements n'ont pas permis une amélioration très massive de l'état du réseau, comme je vais vous le montrer par la suite. Donc voilà, dans le rapport, on publie tout un tas de graphiques, et notamment des graphiques sur l'état du patrimoine. Là, vous avez l'état du patrimoine de l'État. On voit que il se dégrade lentement, mais de façon assez continue. Sur ces 3 dernières années, la part du patrimoine en mauvais état a quand même augmenté de façon assez significative. Ensuite, si on s'intéresse au patrimoine des métropoles donc à gauche et des départements à droite, alors là, on n'est plus sur une étude dans le temps, mais on est sur l'année 2020. Quel est l'état du patrimoine entre les différentes catégories de réseaux, sachant que la catégorie 1 est le réseau le plus structurant, et la catégorie 3, le moins structurant. On observe des profils assez différents entre les deux, mais on voit quand même que pour les départements, on a presque entre 13 et 15% du réseau qui est en mauvais état, mais surtout on observe que plus la catégorie est structurante, finalement mieux elle est entretenue et meilleur est son état, ce qui fait que les catégories 3, qui sont en termes de linéaire les catégories les plus importantes, sont voilà, celles qui sont en moins bon état. Pour les métropoles, c'est un peu différent, puisque là, pour le coup, c'est le réseau le plus structurant qui est le plus endommagé. C'est lié en partie au fait que ce réseau structurant, il est extrêmement circulé, que c'est extrêmement dur, enfin, c'est aussi beaucoup plus dur d'intervenir dessus. Donc voilà, on a des profils assez différents, mais un patrimoine qui est quand même assez dégradé de façon générale. Ensuite, un autre indicateur qu'on produit dans le rapport, c'est en fait, on demande dans l'enquête aux gestionnaires de nous donner leur perception de l'évolution de l'état du réseau sur l'année. Donc pour le réseau départemental, vous avez en haut au global comment est-ce que les gestionnaires estiment que leur réseau a évolué, et en dessous par catégorie 1, 2, 3 de gauche à droite. Et donc on observe que ça confirme un peu ce que je disais sur la diapo d'avant, où voilà, sur la catégorie 1, on a quand même presque 60% du réseau qui s'améliore ou qui se stabilise. Mais par contre, sur la catégorie 3, on a presque 30% du réseau qui est dégradé, sachant qu'il y a une partie qu'on ne connaît pas. Donc, tout ça pour dire que on a, même s'il y a des efforts qui ont été faits, notamment sur le réseau de première catégorie, on a encore du travail à faire pour rattraper les à ce réseau et prévenir des dégradations plus importantes de ce réseau. Voilà pour moi. Je vous remercie, et puis je vais passer la parole à Éric Volmer. Merci Pierre. Donc, comme l'a dit Pierre, donc ce rapport de l'Observatoire national de la route est donc disponible sur le site de l'IDRIM. Et comme on l'a dit, pour tous ceux qui arrivent au fur et à mesure, là, tous ces documents que vous voyez, les enregistrements, seront disponibles à la fin des 3 webinaires. Éric, c'est ton tour. Vas-y. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous planter le décor en utilisant donc un graphique que vous voyez déjà assez souvent présenté par l'IDRIM et par Route de France, donc le graphique du vieillissement des chaussées. Donc, l'évolution dans le temps de l'état de ces chaussées. Au démarrage, donc, des chaussées donc, en bon état. Le temps s'écoule.
l'usure arrive. Quand on parle d'usure, donc ça veut dire usure des gravillons, des têtes de cailloux sur lesquels portent les pneumatiques. Ça, c'est le début donc du vieillissement. Ensuite, des choses un peu plus spectaculaires, plus visibles, c'est donc l'apparition de fissures. Qui dit apparition de fissures dit défaut d'étanchéité, premier défaut d'étanchéité. Si on ne fait rien, donc les différentes fissures vont s'accentuer. Le maillage de ces fissures va être tel qu'à un moment donné, on verra apparaître des arrachements, ce qu'on appelle des nids de poules. Le vieillissement progressant, on voit apparaître aussi donc des déformations. C'est ce qu'on voit assez souvent donc, sur les bords des routes qui sont relativement peu structurés. On parle alors d'état de chaussée plutôt médiocre. Si on ne fait toujours rien, donc les aggravations vont progresser. On aura des dégradations dites structurelles. Ces dégradations-là, donc on va les observer depuis la surface de la route avec tout un tas de traces, les ramifications des fissures, les multiples réparations qu'il aura fallu faire donc coup après coup, donc avec un patchwork qui commencera donc à apparaître. Et si on ne fait toujours rien, ce qu'on risque, c'est de voir la ruine de la chaussée arriver. Ça, c'est donc pour parler en termes d'état de la chaussée. Si on veut parler en termes de niveau de service tel que ressenti par l'usager, au départ, donc, on pourra dire qu'on a l'état de service, un niveau de service élevé, pour ensuite donc progressivement basculer vers un état de service faible. Donc voilà pour planter le décor. Maintenant, donc, je vais reprendre quelques phrases que j'ai puisées dans la note d'information, donc qui va faire l'objet, qui m'a servi donc à bâtir l'essentiel de ma présentation. Donc, une chaussée neuve ou en bon état subit un endommagement progressif, ceci donc sous l'effet du trafic, des agressions climatiques, d'autres événements inattendus, des accidents qui peuvent altérer la surface de la chaussée, les conséquences d'intervention sur les réseaux. Après quelques années de service, les dégradations mineures apparaissent, les premières fissures, des arrachements superficiels, puis au terme d'un délai qui dépend de l'état de la chaussée, du trafic, des conditions climatiques, un entretien de type préventif est nécessaire. Voilà, ce sont des phrases que j'ai reprises purement et simplement à l'intérieur du guide. Du guide, plutôt donc une note d'information qui est parue en septembre dernier. Cette note d'information contient de nombreux tableaux. Donc, j'ai souhaité donc essentiellement présenter tous ces tableaux qui vont vous donner un certain nombre de repères. Il est intéressant que vous en ayez l'existence et puis vous voyez donc ce que ça peut contenir. Je vous laisserai ensuite donc aller voir d'un peu plus près l'ensemble des tableaux qui sont dans cette note d'information. Alors, je commence ici par vous présenter un tableau qui n'est pas dans le corps du texte d'information, qui est dans ses annexes, et qui est donc un tableau qui va présenter les niveaux des indicateurs d'état de la chaussée. Niveau donc, des indicateurs, depuis donc, ce qu'on appellera donc, le bon état de la chaussée au départ, quand la chaussée est relativement neuve, jusqu'à la ruine si on ne fait rien du tout. Tout ce qui est indiqué dans ce tableau, donc, c'est dans le cas où on ne ferait donc aucune intervention au cours du temps, et on a ici un aperçu de l'ensemble des évolutions de ces indicateurs. Dans ces indicateurs, donc, on peut distinguer deux familles, des indicateurs d'état de surface et des indicateurs d'état structurel. Les indicateurs d'état de surface, ce sont ceux que l'usager de la chaussée donc, va ressentir, va apercevoir. Pour ce qui est des indicateurs d'état structurel, c'est ce qui va donc être pris en compte par l'exploitant qui va s'intéresser à la tenue de sa chaussée. Ces différents indicateurs, donc, pour pouvoir être alimentés, ils vont nécessiter de faire des mesures avec des instruments, des moyens donc, plus ou moins sophistiqués. Pour ce qui est des indicateurs de surface, on va donc s'intéresser à l'adhérence, on va s'intéresser à l'uni, on va s'intéresser donc à l'ornirage, on va s'intéresser à l'ensemble des dégradations diverses qui vont pouvoir apparaître. Pour ce qui est des indicateurs d'état structurel, on va s'intéresser plus particulièrement aux déflexions, là aussi avec un certain nombre d'outils. Un point commun aux deux types d'indicateurs, c'est donc l'observation visuelle ou l'observation donc par relevé vidéo avec traitement automatique des images qui vont permettre de tirer un certain nombre d'enseignements. Vous avez donc sur cette diapositive donc un certain nombre de noms d'équipements qui correspondent aux différents types de mesures. Je pourrais en ajouter d'autres. J'ai vu dernièrement donc très dernièrement apparaître le Raptor pour les CMA qui va permettre de faire des mesures de déflexion à grand rendement.
puisqu'on parle de mesures donc, qui peuvent se faire jusqu'à 90 km/h. On avait vu apparaître aussi au CEREMA il n'y a pas très longtemps donc l'aigle 3D qui permet d'avoir une vision 3D donc, de l'état de la chaussée sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, donc, des indicateurs que l'on peut suivre avec des machines de plus en plus sophistiquées, donc certaines étant donc, multifonctions pour pouvoir donner donc, les niveaux sur chacun, sur chacun ou sur beaucoup de ces indicateurs. Je reprends mon tableau, donc la chaussée vieillit, la chaussée s'altère. Si on ne fait rien, donc on va devoir, donc, on va voir apparaître de nombreuses dégradations, comme je disais, donc jusqu'à la ruine. Si on veut éviter d'en arriver là, il va falloir faire ce qu'on appelle donc de l'entretien, différents types d'entretien. Au départ, donc, on parlera d'entretien donc plutôt courant. Ça consiste donc à entretenir la chaussée, à s'occuper de toutes les petites dégradations qui peuvent apparaître, souvent donc de façon accidentelle, quelquefois donc par un vieillissement un petit peu prématuré. Au départ, donc simplement un petit peu d'entretien courant. Ensuite, on commencera à parler de l'entretien préventif, de façon à tenir l'état de service de la chaussée. Si on fait toujours rien, donc on verra l'état de la chaussée descendre vers un état moyen. Là, il va vraiment être temps de se préoccuper de l'entretien préventif. Si on ne fait toujours rien, ce que l'on risque, c'est de se voir qualifié d'état médiocre par les usagers, qui vont mal apprécier donc certains types de dégradation et les désagréments qui peuvent en résulter. On devra faire ce qu'on appelle de l'entretien curatif. Si on laisse toujours donc filer les choses, donc l'entretien curatif deviendra donc plus urgent si on veut éviter donc des accidents entre autres. Et si on fait toujours rien, je ne sais pas si on a encore le droit de parler d'entretien. Dans ce cas-là, ce sera plutôt de la réhabilitation curative qui sera nécessaire de faire. Donc là, je viens de faire défiler un certain nombre de termes préventifs, curatifs, réhabilitation curative, entretien courant. Tous ces termes-là sont explicités dans le document, donc dans la note d'information. Je reprends donc ici les termes. L'entretien courant, c'est celui qui a pour vocation de traiter les désordres de petite ampleur qui ne reflètent pas l'état global d'une section d'un itinéraire et qui peuvent apparaître progressivement ou de manière inopinée. Ce type d'entretien courant, il est conduit de façon programmée ou urgente, selon la gravité ou le risque pour la sécurité des usagers. Ce type d'entretien est souvent réalisé sur des chaussées en état médiocre à mauvais. Quand je dis souvent réalisé, c'est malheureusement souvent réalisé un petit peu tard, donc sur ces chaussées médiocres ou en mauvais état. Et dans ce cas, donc, ils ne permettent pas d'améliorer la qualité globale de la chaussée, mais ils permettent d'attendre un entretien curatif plus général. Autre définition ou autre présentation du terme entretien, du terme entretien préventif. L'entretien préventif, donc, c'est par définition le plus économique. Donc, quand on dit le plus économique, à la condition donc qu'il soit réalisé au bon moment, hein, pas trop tard, pas trop tôt non plus. Ce sont des entretiens, ces entretiens préventifs, donc des entretiens souvent, le plus souvent superficiels. On va s'intéresser donc à la surface de chaussée, à la couche de roulement. Des entretiens qui vont être relativement rapides, des entretiens étant superficiels qui seront d'un coût plutôt modéré. Il y a de nombreuses techniques d'entretien. Il faut les choisir en fonction des enjeux de chaque site afin d'optimiser donc le coût par an, le coût au mètre carré et la fréquence, cette fréquence d'entretien. Donc, en gros, avoir une vision du coût à l'année qui permet donc de faire en sorte qu'on ne laisse pas dériver l'état de sa chaussée. Donc, un entretien en général programmé qui permet de maintenir donc, le niveau de service satisfaisant tout en préservant la structure de chaussée. Si on se positionne dans le graphique qu'on a l'habitude de voir, on avait donc une chaussée qui était en bon état. Quelques années sont passées. Un voyant commence donc à virer un petit peu donc, vers l'orange. Il y a de l'usure de chaussée. On commence à percevoir, on fait des mesures, on se rend compte que la chaussée devient un petit peu glissante. Il faut faire quelque chose. On va remonter l'état de service de la chaussée, donc pour se rapprocher de nouveau vers l'état bon. Et puis bon, on fera ça à fréquence régulière au fur et à mesure que les nouvelles investigations, les nouvelles mesures montreront qu'il faudra donc remettre à niveau la chaussée. Si on fait ça très très régulièrement, si tout se passe bien, on n'aura pas d'entretien dit curatif à réaliser.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la fréquence d'entretien curatif varie en fonction du type de technique retenue et du trafic supporté par l'itinéraire. Bien sûr, plus le trafic est élevé, plus il faudra donc renouveler rapidement ce type d'entretien. L'entretien curatif, c'est celui qu'il faudra faire donc plus tard, hein, si on a laissé dériver les choses. Donc, il consiste à réparer. Là, je ne l'ai pas mis en gras, mais j'aurais dû le faire. C'est vraiment le terme réparer donc, qui est significatif sur ce type d'entretien. Réparer la chaussée lorsque les dégradations apparues par défaut d'entretien préventif ou de fait d'autres causes inacceptables, soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons économiques et sociales. Donc, à ce niveau-là, quand on dit qu'il faut faire de l'entretien curatif, la durée de vie résiduelle de la chaussée est déjà réduite et les travaux d'entretien à entreprendre dépassent ceux de l'entretien préventif qui sont, et ils sont donc ces entretiens curatifs donc, nettement plus coûteux que les simples entretiens donc, courants ou les entretiens préventifs. On peut toutefois donc relativiser la problématique relatif à ces entretiens curatifs. Hein, lorsque le niveau de service attendu est modéré, l'entretien curatif peut être satisfaisant pour un coût relativement limité. Attendre l'apparition de certains désordres pour réaliser un entretien peut être parfois un choix hein, pour ces chaussées à de très faible importance. Si on doit donner un exemple à ça, donc j'ai par exemple un lotissement, certes avec une chaussée relativement vieillissante, le trafic n'est pas important, on peut accepter donc des déformations relativement importantes avant de faire de l'entretien curatif. L'enjeu n'est pas tel qu'il faut pour autant donc refaire systématiquement un beau tapis d'enrobé. Dans certains cas, donc un entretien curatif peut rendre la durée de vie de la chaussée relativement longue. Ça, c'est dans le cas des chaussées donc, à trafic modéré, ceci permettant de différer une réhabilitation lourde. Et pour ça, donc, une bonne évaluation des causes et des ordres du trafic et des objectifs est nécessaire. En termes de, si je veux illustrer donc, tout ça, donc, on a laissé partir les choses, on n'a pas fait l'entretien préventif, les fissures sont apparues, des arrachements sont apparus, des déformations, à partir du moment où on voit ces déformations, il faut faire quelque chose, il faut remonter l'état de service, revenir vers un état qualifié de bon, et puis, dans la mesure du possible, essayer d'enchaîner, cette fois-ci, des entretiens préventifs derrière et éviter donc de nouveau de rebasculer vers tous ces arrachements, ces déformations et ces dégradations structurelles. Si on ne fait rien, il n'y a pas d'autre solution que de passer à la réhabilitation lourde. Donc la réhabilitation lourde, ça sort du domaine de l'entretien, notamment de l'entretien économique. C'est quelque chose qui sera donc forcément beaucoup plus lourd dans la mesure où il faudra donc reconstituer peut-être l'intégralité d'une structure de chaussée. Donc ça consiste à une remise en état profonde et durable de la voie. C'est coûteux et si on le fait, donc on le fait quand il faut donc répondre à des enjeux stratégiques lourds. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est du choix des techniques d'entretien? Que faire en matière d'entretien courant? Que faire en matière d'entretien préventif, d'entretien curatif? Je vous présente ici l'un des premiers tableaux de la note d'information. Donc, des premiers. Un de ceux donc, qui est dans les annexes. Vous en trouverez plusieurs comme cela. Ils se présentent tous de la même façon. Vous avez donc en colonne les différentes problématiques à traiter, celles qui ont été relevées donc, lors des mesures, hein, au niveau des interventions, donc pour avoir des idées des niveaux des indicateurs, les nids de poule, la glissance, l'ornirage, la drainabilité, les défauts d'imperméabilité, etc. Donc, cela, donc, vous le trouvez donc, en colonne. Et puis, vous avez donc en ligne les différentes techniques. À l'intersection, on vous dit si la technique en question peut répondre à cette problématique ou pas. Donc, sans objet, ça veut dire que la technique est tout à fait inadaptée. C'est, on va dire, hors sujet. Si vous avez des indications mieux adaptées qui apparaissent ici de couleur verte, ça veut dire que c'est une des techniques que vous pourriez éventuellement retenir. Et on voit que, suivant les types de problématiques, il peut y avoir plusieurs solutions. On a vraiment une vision globale, synthétique par ces tableaux.
Vous avez donc sur les colonnes de droite donc, une partie relative au trafic. On va vous dire si ce type d'entretien donc, est adéquat ou pas pour un trafic fort ou pour un trafic modéré. Et puis donc les personnes qui ont donc rédigé donc cette note d'information ont souhaité rajouter en plus des ordres de grandeur de coûts sur les différentes techniques. Vous avez ça donc en avant-dernière colonne. Et en dernière colonne, vous avez donc une idée de la durée de vie que l'on peut attendre de ces différents types d'entretien. Ici, ce que je vous ai présenté, donc, c'est le tableau relatif aux techniques d'entretien courant. Moi, ce que j'ai rajouté donc en bas à gauche, donc c'est j'ai introduit une notion de technique à froid, à l'émulsion de bitume. Si je vous en parle, c'est parce que je suis membre de la SFERB et parce qu'aussi donc les techniques à froid, ça va devenir quelque chose d'autant plus d'actualité que les énergies donc deviennent de plus en plus coûteuses. On sait ce qui se passe en ce moment, donc finalement ça valait le coup de pointer donc les différentes techniques qui permettent de travailler à froid et non pas d'être obligé de monter donc des masses énormes de matériaux à 150 degrés. Quand on parle des enrobés à chaud, il faut tout monter à 150 degrés. Il faut évaporer la totalité de l'eau. Ça consomme énormément d'énergie. Toutes les techniques à froid permettent d'utiliser des matériaux à température ambiante ou, on va dire, l'essentiel des matériaux à température ambiante, ceux les liants, par exemple, les émissions de bitume, vont être utilisées à 60%, à près de 60 degrés, mais ça ne représente qu'une fraction donc, très réduite des mélanges utiles dans les différentes techniques. Donc, le point-à-temps se fait donc avec de l'émulsion de bitume, nécessite de l'émulsion de bitume. Les enrobés stockables à froid sont faits avec de l'émulsion de bitume. Les enrobés projetés sont faits à base d'émulsion de bitume, associés bien sûr tout ça donc à des gravillons ou à des matériaux granulaires. Si je zoome un petit peu plus sur ces tableaux, donc je zoome ici sur le point-à-temps. Le point-à-temps, on voit ce sur quoi il ne s'est pas apporté un service. On ne peut pas traiter une problématique de nid de poule. Par contre, le point-à-temps, il va répondre à des problématiques de glissance. Le fait de recoller des gravillons sur la surface de la chaussée, donc va résoudre ce problème-là. Ça va redonner la drainabilité donc, entre le pneumatique et la surface de la chaussée. Ça va permettre de corriger les petits arrachements de surface. Ça va permettre de réimperméabiliser, etc. Donc tout ça pour un coût donc, de quelques petits euros, si je puis dire, pour redonner donc, une durée de vie à attendre, je dirais que l'on puisse réintervenir de façon un peu plus généralisée sur la chaussée en termes d'entretien préventif. Je reprends donc l'ensemble de mon tableau. On a une vision ici très très globale des techniques d'entretien courant. Si je veux en savoir un petit peu plus, il suffit de rentrer dans le corps de la note d'information. Je vais zoomer ici donc sur un des tableaux, sur le premier tableau qui est dans le corps de la note d'information, qui va présenter de façon un peu plus précise le point-à-temps, les pontages de fissures, et puis donc les techniques qui permettent de redonner, je dirais, de la macro-texture, qui sont l'hydro-régénération et le grenaillage. Ces tableaux, ils se présentent de la façon suivante. Vous avez donc les techniques qui sont présentées en colonne, et pour chacune des techniques, les définitions, le domaine d'emploi, les fonctions qui peuvent être associées à ces techniques-là. Alors, comme ce sont des tableaux qui présentent plusieurs techniques à la fois pour certaines fonctions qui sont listées donc dans la colonne de gauche, on verra donc qu'il est écrit non, dans le cas où donc la technique n'est pas appropriée, mais on voit que pour le point-à-temps, par exemple, c'est une très bonne solution pour redonner de la perméabilisation localement à un endroit donc, où quelques fissures seraient réapparues prématurément. Si je continue donc sur les informations qu'on pourra trouver dans ce document-là, on verra donc la durée d'usage possible, ce que l'on peut attendre, les avantages spécifiques à la technique, les limites d'emploi, et on retrouvera donc les données d'ordre de grandeur de coût. Comme je vous l'ai dit, donc, je suis membre de la SFERB, donc à chaque fois, vous verrez dans mes présentations que je mets un petit peu en avant donc, les techniques à froid à l'émulsion de bitume, le point-à-temps, entre autres, à l'émulsion de bitume. Si je continue, je reviens sur le tableau qui était en annexe, qui me donnait cette vision globale. Je peux aussi aller chercher
dans le corps de la note d'information les données relatives aux enrobés stockables à froid, aux enrobés stockables à performance améliorée et aux enrobés projetés. Et bien sûr aussi donc, tout ce qu'on pourrait faire en termes de purge avec d'autres types de matériaux à chaud, puisque ces techniques-là existent aussi. Donc enrobés stockables, enrobés projetés, enrobés stockables, donc à performance améliorée. Donc dans tous ces produits-là, l'utilisation d'émulsions de bitume. Je ne vais pas vous lire donc l'ensemble des définitions des produits. Ce n'est pas l'objet donc de la présentation d'aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer, donc, c'est donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous pouvez trouver dans ces tableaux. Moi, je vous inviterai donc à aller télécharger la note d'information pour relire tout ça posément. Mais surtout, ce que je fais, c'est vous inviter aujourd'hui à nous rejoindre lors des webinaires donc, de la semaine prochaine et celui de la semaine suivante, où on présentera de façon beaucoup plus approfondie l'ensemble de ces techniques. Alors, je continue, je suis retourné une nouvelle fois dans les annexes de la note d'information, et dans ces annexes, je trouve un tableau qui va donc s'étendre sur 2 pages, qui va cette fois-ci présenter les techniques d'entretien préventif à curatif. J'ai rajouté sur la gauche des couleurs pour essayer de vous positionner donc, de façon relativement globale, simplifiée, donc la position de toutes ces techniques, du préventif jusqu'au curatif, sachant que certaines de ces techniques peuvent intervenir aux différents stades. Dans les techniques donc alors, bien sûr, je vais aussi donc puisque je suis assez fan des émulsions de bitume, de nouveau pointer donc les techniques à froid, techniques à froid que l'on va trouver donc dans les enduits superficiels, que l'on veut faire donc de plus en plus à partir avec des émulsions de bitume plutôt que du bitume fluxé utilisé chaud. Les matériaux bitumineux coulés à froid, connus par certains sous les termes enrobés coulés à froid. Les revêtements superficiels combinés, qui sont la combinaison, si je puis dire, d'un enduit superficiel mis en première couche, un enduit superficiel relativement ouvert sur lequel on va créer une fermeture avec un matériau bitumineux coulé à froid. Il faut aussi citer donc les bétons bitumineux à l'émulsion, qui sont l'équivalent des enrobés classiques, mais réalisés et appliqués complètement à froid. Et ensuite, donc, parce que je voudrais absolument citer, donc, ce sont les graves émulsions. Les graves émulsions, donc, 2 types de graves émulsions, des graves émulsions de reprofilage et des graves émulsions donc, dites structurantes. De la même façon, vous allez pouvoir retrouver des informations beaucoup plus précises, ou déjà un peu plus précises, sur chacune de ces techniques par les tableaux qui sont dans le corps de texte de la note d'information. Ici, donc, les techniques d'entretien préventif, que sont l'enduit superficiel, les matériaux bitumineux coulés à froid, les revêtements superficiels combinés. Donc, tout à base d'émulsion de bitume. Quand je dis tout à base d'émulsion de bitume, dans la mesure où la profession essaie donc de supprimer, est-ce qu'on peut le dire comme ça, essaie de supprimer donc l'usage des bitumes fluxés. Pourquoi supprimer l'usage des bitumes fluxés? Tout simplement parce que déjà, en matière de mise en œuvre, c'est l'application de produits à chaud. Donc, il y a un danger donc, pour les gens qui utilisent ces produits-là. Et puis, il y a aussi un aspect sanitaire lié à ces produits à chaud, des émanations dues à la température d'application, des émanations qu'on ne retrouvera pas quand on appliquera les enduits superficiels avec des émulsions de bitume, lesquelles émulsions donc, sont aujourd'hui à base de bitume, mais le plus souvent modifiées de façon à obtenir des enduits superficiels aussi performants que ce qu'on pouvait faire avec du bitume fluxé. De la même façon qu'il y a un tableau pour les enduits superficiels, les matériaux bitumineux coulés à froid, les revêtements superficiels combinés, il existe aussi un tableau qui présente les techniques qui permettent cette fois-ci d'aller faire des corrections un petit peu plus profondes, puisque les techniques précédentes que je vous ai présentées étaient des techniques purement superficielles. Là, il s'agira de faire du reprofilage, où il s'agira de retrouver, de redonner donc de l'uni à la chaussée. Donc, les tableaux qui se présentent toujours de la même façon. Et ici, donc de nouveau,
je mets en évidence les graves émulsions, dites de reprofilage, qui vont permettre de corriger, par exemple, un affaissement de rive, ou les graves émulsions structurantes, qui vont permettre de faire un entretien curatif sur une chaussée, en rapportant une nouvelle couche, qui sera donc une nouvelle couche de base, avant d'appliquer une nouvelle couche de roulement. Si je veux être un petit peu plus complet dans mon panorama, il faut que j'aille un petit peu plus loin, et aller un petit peu plus loin, entre autres parce que j'ai envie de vous parler du retraitement. Pourquoi j'ai envie de vous parler du retraitement de chaussée aujourd'hui? Parce que c'est dans l'air du temps. Tout le monde est au courant de la loi AGEC. La loi AGEC, donc, qui nous conduit tous à essayer de recycler donc, de plus en plus. Et quand on dit recycler de plus en plus, que faire mieux que du retraitement de chaussée, qui consiste à reprendre le gisement existant donc, au sein même de l'ancienne chaussée et à redonner une nouvelle vie aux matériaux présents en y ajoutant donc, du liant. Tout ça pour reconstituer peut-être une nouvelle couche de base, peut-être pour reconstituer tout simplement une bonne couche de fondation avant de remettre, pourquoi pas, une couche de base au-dessus à base de grave émulsion et de finir avec un enduit superficiel. Donc, retraitement de chaussée à l'émulsion, pour parler des techniques à froid et des techniques les plus souples. Les retraitements donc mixtes, qui vont associer de l'émulsion de bitume et un peu de liant hydraulique. Mais aussi donc les retraitements purement et simplement au liant hydraulique, qui sont donc les plus structurants, puisque ça permet de faire des retraitements de chaussée sur des épaisseurs jusqu'à une trentaine de centimètres. Là aussi, donc, vous pourrez aller voir un petit peu plus loin dans le corps de texte de la note d'information, dans lequel vous trouverez donc un petit peu plus de précision concernant donc ces techniques-là. Je vous laisserai donc lire tout ça au travers de la lecture que vous aurez de la note d'information. Le retraitement à l'émulsion, bien sûr, je le mets en avant. Derrière, donc, il faut citer donc, quand même le retraitement au liant hydraulique, qui est celui que l'on faisait déjà, je vais presque dire, il y a une trentaine d'années. Et puis, pour terminer, le traitement mixte, qui est l'association des deux, pour essayer de profiter des avantages à la fois des techniques souples à base de bitume et puis des liants hydrauliques. Donc, si je reprends mon graphique précédent, qui ne présentait que les types de défauts, si j'essaie d'y positionner les différentes techniques, au départ de l'usure, qu'est-ce qui répond le plus souvent à une problématique d'usure? C'est l'enduit superficiel d'usure qu'on va appliquer pour redonner donc, l'étanchéité, pour redonner la rugosité. Ça pourra être aussi donc, les matériaux bitumineux coulés à froid, les enrobés coulés à froid, oui, qu'on appelle aujourd'hui matériaux bitumineux coulés à froid. Ça pourrait être l'association des deux, que l'on fait maintenant assez couramment, que l'on appelle maintenant de façon générique les revêtements superficiels combinés. Si les arrachements sont apparus, s'il y a donc des départs, des cavités donc à remplir, le plus rustique, donc c'est l'usage des enrobés à froid, à condition de le faire bien sûr correctement, de nettoyer le fond des trous, de prendre le temps de mettre une couche d'accrochage, de prendre le temps de compacter ces enrobés à froid. Ça pourrait être des enrobés projetés. L'avantage, c'est la fabrication en place. C'est très performant, puisque là, on fabrique en place, on peut directement utiliser des émulsions donc améliorées entre autres avec un peu de latex, ce qui fait qu'on a des choses qui tiennent mieux que les enrobés stockables, dans la mesure où un enrobé stockable ne peut pas comme ça, de façon magique, une fois qu'il est mis dans le trou, être super bien stabilisé au départ. Forcément que les enrobés à froid gardent une certaine souplesse. Ce que l'on n'a pas donc avec la technique enrobé projeté, où on aura tout de suite donc une réparation très consistante et très performante, et souvent beaucoup plus performante dans le temps que le simple usage des enrobés à froid. Le reprofilage, dans le cas où les dégradations sont telles que les déformations sont apparues. S'il faut donc aller un peu plus loin, trop de dégradations superficielles, renforcer la chaussée, le rechargement,
Alors, ce que je vous montrerai tout à l'heure, c'est qu'il vaut mieux recharger avec de l'émulsion bitume. Et puis, si les dégradations sont vraiment importantes, on va réattaquer le corps de la chaussée. On va essayer de remobiliser les matériaux qui sont en place en faisant ce retraitement. Et ici, donc, une illustration du retraitement à l'émulsion de bitume. Donc voilà, vous avez le parallèle donc, entre les défauts, les dégradations, les techniques d'entretien qui vont en face. Le principe, c'est utiliser la bonne technique au meilleur moment si on veut optimiser le coût global, en ayant derrière donc toujours cette vision, donc prioriser, essayer de faire des choses avec la moindre impact environnemental en priorisant les techniques à froid et comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai répété, donc celles à base d'émulsion de bitume, les enrobés superficiels, les matériaux bitumineux coulés à froid, les enrobés à froid, les enrobés projetés, les reprofilages à base de gravémulsion, les rechargements à base de gravémulsion, les retraitements en place à l'émulsion de bitume. Pour terminer, donc, je reprends une nouvelle fois des phrases qui sont dans la note d'information. Les techniques à l'émulsion ont une empreinte carbone réduite par rapport aux produits à chaud. Leur utilisation constitue une contribution à l'effort sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La réalisation à temps de l'entretien préventif et de l'entretien courant permet de garantir une durée de vie allongée des chaussées avec un bon niveau de service. Pour les voies à faible et moyen trafic, cette stratégie de maintenance permet de prolonger également la durée de vie de la structure de chaussée. Au cas où le niveau de service vient à décliner plus rapidement, faute d'entretien courant ou préventif, ou du fait d'une augmentation importante du trafic, ou encore du fait de la fatigue accumulée de la structure, des entretiens de type curatif deviennent nécessaires pour rendre à la voie le niveau de service attendu. Ces travaux de renforcement et de remise à niveau sont plus lourds et bien sûr nettement plus coûteux que ceux de l'entretien préventif. Voilà pour vous donner cet aperçu, vous donner envie donc d'aller lire plus profondément la note d'information, pour vous donner envie ensuite d'aller suivre la suite des webinaires, le webinaire du 18 mars relatif aux techniques de revêtement, le webinaire du 25 mars relatif aux techniques plus structurantes. Je vous dis donc à bientôt avec l'IDRIM et avec l'ASFERB. Si vous voulez en savoir plus, vous avez donc dans le diaporama où vous verrez donc quand vous récupérez les différentes présentations, donc où trouver ces informations. Merci Eric. Donc nous avons terminé donc les présentations. Une question qui était relativement intéressante tout à l'heure là, je vais vous la lire. Monsieur Stéphane Hutto. Donc l'idée, c'est la difficulté pour les gestionnaires de route et de trouver budgétairement la bonne répartition entre l'entretien préventif et l'entretien curatif. Est-ce que Eric, tu as des réponses à donner ou Bon, c'est surtout des problèmes de maîtrise d'ouvrage, il est clair, donc c'est quand même des choses, mais c'est quand même très important à noter, quoi. C'est vrai que c'est la difficulté des gestionnaires de route, donc on le note bien. Il y a eu d'autres questions qui ont été posées qui sont relatives donc à tout ce qui est enduit superficiel et mélange bitumineux coulé à froid. Comme la prochaine fois, donc comme l'a dit Eric, ça sera donc des techniques de surface. Ça sera donc traité à ce moment-là. Donc ces questions seront retraitées à ce moment-là. Une autre question, c'était de savoir si on pouvait faire des enduits superficiels d'usure ou des mélanges bitumineux coulés à froid sur des graves bitumes chauds. Donc bien sûr, d'après ce qu'a dit Eric, c'est mieux de le faire sur des graves émulsions, puisque là, il y aura quand même moins de problèmes. Par contre, sur des graves bitumes, il faut toujours avoir un temps entre le moment de l'application d'un grave bitume et l'application de l'enduit. Donc, il faut pouvoir faire circuler les véhicules sur une grave bitume, ce qui n'est pas toujours d'une grande facilité. Voilà. Donc, est-ce que quelqu'un sur les présentateurs veut répondre sur la difficulté des gestionnaires de route? Mais je pense que c'est plus aux gestionnaires ça va être plus compliqué pour des entreprises de parler de ça, quoi. Donc, voilà. Donc, on vous rappelle également donc tous les documents donc seront disponibles, à la fois donc les diaporamas et l'enregistrement seront disponibles donc à l'issue du 3e webinaire donc qui a lieu le 25 mars sur les techniques structurantes. Et donc nous vous donnons rendez-vous donc la semaine prochaine, 18 mars, même heure, même chaîne. Et là, nous parlerons donc plus particulièrement des techniques de surface, c'est-à-dire enduit superficiel d'usure, mélange bitumineux coulé à froid, et également donc les revêtements superficiels combinés,
qui sont une technique qui se développe bien et qui rentre tout à fait dans ce qu'a dit Eric, au niveau donc d'un entretien peut-être un peu plus décalé que celui qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Les présentateurs seront donc Jean-Philippe Itou. Le deuxième, c'est Sabine Lebec, Claude Georgie et Lionel Audy, donc du CEREMA, donc de Saint-Brieuc, qui clôturera donc la séance. Voilà. Nous vous remercions beaucoup de votre attention et nous remercions bien sûr l'IDRIM et Route de France qui nous ont permis de vous proposer donc ce webinaire qui vous a permis donc, grâce à Pierre, de voir où en était l'Observatoire national de la route, grâce à Christine de montrer donc l'importance du patrimoine routier en France et son impact très important donc au niveau de l'entretien. Également donc Eric qui a présenté cette note 47 de façon très brillante. Merci à tous, merci de votre participation. Et donc moi, je remercierai aussi donc, tous ceux qui ont participé à l'établissement de la note d'information, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on attendait déjà depuis quelque temps, hein, et qui reflète bien donc, je dirais, l'ensemble de ce qu'il faut faire en matière d'entretien. Bon, sinon, il y avait une question de Pierre Deté qu'on ne traitera pas, parce qu'il est clair que les indications de prix qu'a donné Eric sont des indications donc, qui sont à une certaine époque. Et ce qui est important, c'est le côté relatif de chacune des techniques par rapport à ça. Les évolutions de prix, c'est des choses que nous ne traitons pas ici, nous ne traitons que de techniques. Voilà. Christine, tu as des choses à... Non, non. C'est très frustrant de ne pas voir l'assemblée à qui on parle, mais... D'accord, tout à fait d'accord. Donc, merci à Pierre, merci à Christine, merci à Eric. Et puis, donc, nous vous donnons rendez-vous donc, la semaine prochaine. Nous vous remercions beaucoup de votre participation. Et nous ferons un questionnaire de satisfaction à l'issue des 3 webinaires. Merci de votre attention et bon week-end à tous maintenant. Bon courage. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Bon week-end.